Il l'a dit sur un ton calme, comme s'il commentait la météo. Comme s'il ne s'agissait pas de moi, assise là, à ma propre table de cuisine, tenant ma tasse de café dans ma propre maison. Mon fils s'est penché au-dessus du comptoir et a dit à sa femme, elle ne comprend pas vraiment les enjeux. On va lui expliquer. Doucement. Restons simples. J'ai posé ma tasse. Je n'ai pas dit un mot, pas encore. Sa femme a hoché la tête. Elle avait ce regard qu'elle arborait toujours. Lorsqu'elle était d'accord avec lui en public, patiente, composée, comme si elle avait déjà gagné une dispute dont personne d'autre ne savait qu'elle avait commencé. Mon fils a trié les documents qu'il avait apportés sur la table. Il y en avait 3, imprimés sur des feuilles blanches impeccables, pliées en 3. Il les a poussés vers moi comme on tendrait un menu à quelqu'un qui ne parle pas la langue. Maman, ce n'est pas compliqué, a-t-il dit. C'est vraiment la meilleure option à ce stade. L'option, telle qu'il la décrivait, était une résidence-service senior. Un établissement situé à 40 minutes au nord de la ville, avec une brochure utilisant des mots comme « communauté dynamique » et « sérénité pour toute la famille ». Il avait entouré le coût mensuel au stylo bleu. J'ai remarqué qu'il n'avait pas entouré la mention précisant que les résidents conservent leurs biens personnels lors de la transition du patrimoine immobilier. J'ai pris la brochure. J'ai lu chaque mot. Puis je l'ai posé face contre table. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Il a souri, soulagé, comme si j'avais déjà accepté. Je n'avais accepté quoi que ce soit. Après leur départ, je suis resté sur le pas de la porte à regarder sa voiture quitter l'allée. L'érable dans le jardin commençait à virer à l'orange profond aux extrémités. Encore vert au centre, pris entre 2 saisons. Raymond avait planté cet arbre l'année de la naissance de notre fils. Il disait, tout garçon doit avoir quelque chose à escalader. Notre fils avait maintenant 47 ans. Il n'avait pas grimpé à un arbre depuis des décennies, mais il était devenu très doué pour prendre des décisions à une distance confortable. Je suis rentré et j'ai lavé les tasses. La maison était silencieuse, de cette manière qu'elle avait toujours maintenant. Pas vide, juste apaisée. 31 ans d'apaisement. Le grincement de la 3e marche de l'escalier. La façon dont il fallait soulever la porte arrière pour qu'elle se verrouille. Le silence particulier de la cuisine un dimanche après-midi, quand la lumière traversait la fenêtre au-dessus de l'évier et teintait tout d'un éclat doré. Je connaissais cette maison, comme je connaissais ma propre écriture. Et quelqu'un venait de me suggérer de l'abandonner pour aller quelque part de dynamique. Je suis resté assise à la table longtemps après que le café fût devenu froid. La brochure était toujours face contre table, là où je l'avais laissée. Je ne l'ai pas retournée. Au lieu de cela, j'ai ouvert le tiroir à côté de la cuisinière. Celui que Raymond appelait toujours mon centre névralgique, et j'en ai sorti un bloc-notes jaune. J'ai écrit une ligne tout en haut, que sais-je réellement? Puis j'ai commencé la liste. Mon fils avait déjà mentionné cet établissement 2 fois. Les 2 fois, j'avais changé de sujet. Il avait été plus pressant cette fois, et il avait apporté des documents imprimés. Il en avait aussi parlé à sa femme avant de m'en parler, j'y avais bien réfléchi. Je les avais entendus discuter dans l'entrée avant qu'il n'entre dans la cuisine. Les mots, le timing, et le « avant l'hiver » m'étaient revenus. Avant l'hiver. J'ai souligné cela sur le bloc. La maison était payée depuis 12 ans. Elle valait aussi, selon l'avis d'imposition foncière que Raymond avait classé l'année précédant sa mort, considérablement plus cher qu'à l'époque de notre achat. Le quartier avait changé. L'ancienne quincaillerie était devenue un café branché. Le terrain vague à 2 rues de là était devenu une résidence de standing. La valeur immobilière
avait fait ce qu'elle fait toujours quand on ne fait pas attention. Mon fils, lui, faisait attention. J'ai écrit une deuxième ligne, appelée Delphine. Delphine Marceau était mon avocate depuis 19 ans. Elle avait géré la succession de Raymond, un litige sur les limites de propriété avec les voisins. En 2018, et un conflit contractuel avec un artisan qui pensait qu'une veuve ne se défendrait pas. Elle connaissait mon écriture sur un document, et elle savait quand quelque chose clochait. Je l'ai appelée le lendemain matin. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Marguerite, a-t-elle dit, cela faisait longtemps. Comment vas-tu? Je vais bien, ai-je répondu, mais j'ai besoin de te voir. Elle a marqué une pause, lisant dans mon ton ce que font les bons avocats. Mardi, ça te va? À 14 heures? Mardi, c'est parfait, ai-je dit. Je l'ai noté sur le calendrier de la cuisine, celui avec les ponts couverts de Bourgogne que ma petite fille m'offrait depuis 3 ans parce qu'elle savait que je n'y étais jamais allé et qu'elle espérait qu'on y irait un jour. Ensemble. J'ai pensé à l'appeler cet après-midi-là, mais j'ai décidé d'attendre. Elle était en deuxième année de master de travail social, vivant dans un petit studio avec un radiateur qui claquait et un voisin qui jouait de la guitare à minuit. Elle m'appelait chaque dimanche. Elle m'apportait de la soupe maison. Quand elle venait me voir. Elle était la seule personne de moins de 35 ans qui me demandait encore mon avis sur les choses, et qui attendait vraiment la réponse. Elle me rappelait celle que j'étais avant que la vie ne m'apprenne à me censurer. Je ne l'ai pas appelée ce soir-là, mais j'ai pensé à elle toute la soirée. Mon fils a appelé mardi matin, 1 heure avant mon rendez-vous. J'ai laissé sonner. Il a laissé un message vocal demandant si j'avais eu le temps d'examiner les papiers. Sa voix était chaleureuse, posée, la voix de quelqu'un qui a tant répété son inquiétude qu'elle finit par sonner naturelle. Je l'ai écouté 2 fois, puis je l'ai effacé. Le cabinet de Delphine était au centre-ville, au-dessus d'une boulangerie qui était là depuis les années 80. L'escalier sentait le pain chaud et la cire à parquet. J'avais toujours trouvé cela étrangement réconfortant. Elle m'a accueilli à la porte, m'a serré la main. Comme elle le faisait toujours, fermement, sans chichi, et m'a conduite dans le bureau du fond avec la fenêtre donnant sur la cour intérieure et le mur en briques qu'un artiste avait peint de tournesol des années plus tôt. J'ai posé la brochure et les documents imprimés sur son bureau. Elle les a lus lentement. Elle ne faisait pas de bruit en lisant. C'était l'une des choses que j'appréciais chez elle. Quand a-t-il apporté ça, a-t-elle demandé. Dimanche. A-t-il parlé d'une procuration? Pas directement, mais les documents contiennent une section sur la représentation autorisée en cas de perte d'autonomie. Elle a levé les yeux vers moi. As-tu signé quelque chose? Non. Elle a hoché la tête, et une tension a quitté ses épaules. Bien. Très bien. Raconte-moi tout. Je lui ai tout dit. Les 2 allusions précédentes à la résidence, le timing, le fait qu'il en ait parlé à sa femme. Dans mon entrée avant de m'en parler. Je lui ai parlé de la valeur de la maison. Et des changements du quartier. Je lui ai parlé de la brochure avec le coût entouré et la clause omise sur les actifs immobiliers. Delphine a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée à son fauteuil en croisant les mains. Voici ce que je pense, a-t-elle dit. Je pense que ton fils croit sincèrement faire le bien. Et je pense aussi qu'il a fait certaines suppositions sur la résistance qu'il rencontrerait. Il a supposé qu'il y en aurait très peu, ai-je dit. Oui, a-t-elle répondu. C'est le cas. Nous avons passé les 2 heures suivantes à rédiger, non pas de façon défensive, mais proactive, une révision de mon mandat de protection future, une procuration durable désignant ma petite fille, et non mon fils, comme mandataire. Et des directives anticipées. Documentées avec une précision ne laissant place à aucune interprétation.
Delphine m'a expliqué chaque clause. J'ai posé des questions. Elle a répondu. Sans me faire sentir que je perdais son temps. À la fin, elle m'a tendu le stylo. Es-tu certaine de tout cela, a-t-elle demandé. Je le suis depuis dimanche, ai-je répondu. J'ai signé mon nom clairement sur chaque page. Mon écriture est à l'ancienne. J'ai été formé par une institutrice qui pensait que l'écriture cursive était le reflet du caractère. Ma petite fille disait toujours que ça ressemblait à quelque chose d'un autre siècle. Elle le disait comme un compliment. Delphine a fait des copies, scellé les originaux dans une enveloppe et les a rangés dans ses dossiers. Je suis reparti avec mon propre exemplaire, glissé dans le cabas en toile que j'avais apporté. La boulangerie en bas était fermée, mais ça sentait encore le chaud. J'ai pris le chemin le plus long pour rentrer, devant la bibliothèque où j'avais travaillé 11 ans avant ma retraite. Devant le parc avec la fontaine en pierre qui ne semblait jamais vraiment fonctionner, mais qui était toujours entourée de pigeons. La lumière de l'après-midi faisait quelque chose de magnifique avec les nuages. Raymond m'aurait forcé à m'arrêter pour regarder ça correctement. Je me suis arrêté. Quand même, assise là pendant 5 minutes, à regarder le ciel. Puis je suis rentré préparer le dîner. Mon fils est passé jeudi soir sans prévenir. Cela, en disait long. Il avait la voiture de sa femme, je ne sais pas pourquoi. Et portait sa veste de travail, comme s'il venait directement du bureau, comme si c'était urgent, comme s'il leur comptait. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper une seconde fois. Maman, a-t-il dit, en entrant sans attendre. J'ai essayé de t'avoir. J'étais occupé, ai-je dit. Il a regardé la cuisine comme s'il vérifiait s'il y avait des changements. Il n'y en avait aucun. J'avais préparé une soupe l'après-midi et la marmite était toujours sûre. La cuisinière. Il a enregistré ce détail comme il enregistrait la plupart des choses de ma vie quotidienne, brièvement, puis est passé à autre chose. Je voulais donner suite à dimanche, a-t-il dit. Tu as réfléchi à l'option de cette résidence? Je n'avais même pas retenu le nom. J'ai fait plus que réfléchir. Ai-je dit. Je me suis assise. Je ne lui ai pas proposé de s'asseoir. Il l'a fait quand même. J'ai rencontré mon avocate mardi, ai-je dit. Quelque chose a bougé sur son visage, pas de façon dramatique, juste un resserrement au coin des lèvres. Tu es allé voir Delphine, a-t-il dit. C'est ça. Maman? Ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas une situation juridique. C'était une conversation. Tu as apporté des documents imprimés à une conversation, ai-je dit. Cela en fait une situation juridique. Il a expiré lentement par le nez. Sa femme lui avait appris cette expiration contrôlée, la pause avant de parler. C'était censé signaler la patience. Cela signalait autre chose. J'essaie de prendre soin de toi, a-t-il dit. Tu es seul dans cette maison. C'est beaucoup d'entretien. Les hivers ici ne sont pas faciles. Et je m'inquiète pour. Tu t'inquiètes depuis le printemps, ai-je dit. Tu as mentionné cet endroit en mars. Et encore en juin. À chaque fois avant la visite de ton frère, ce qui me prouve que c'était une conversation entre vous deux depuis bien plus longtemps qu'avec moi. Il n'a pas nié. Il a regardé la table. On veut juste savoir que tu es en sécurité, a-t-il dit, plus doucement maintenant. Je suis en sécurité. Ai-je dit. Dans ma propre maison, où j'ai été en sécurité pendant 31 ans. Où ton père est rentré de l'hôpital et où il est mort dans la chambre à l'étage, avec moi à ses côtés. Ce n'est pas un bâtiment pour moi. C'est le centre de tout ce que j'ai préservé. Il est resté silencieux un moment. La maison pourrait être. Ne commence pas, ai-je dit. Il s'est arrêté.
Ne dis pas ce que tu allais dire, ai-je ajouté. Parce qu'une fois que c'est dans la pièce, on ne peut plus le retirer. Il a fermé la bouche. Pendant un instant. Il a semblé avoir moins de 47 ans. Il ressemblait au petit garçon qui s'asseyait à cette même table et me demandait de vérifier ses devoirs de maths. Puis l'instant est passé et il est redevenu lui-même, prudent, stratégique. Convaincu de savoir ce qui était le mieux. On en reparlera, a-t-il dit. Finalement en se levant. C'est certain, ai-je dit. Mais selon des modalités différentes de celles que tu avais prévues. Il est parti sans les papiers. Je ne les lui avais pas rendus. Je les avais mis dans le tiroir avec mon bloc-notes. À la place. Ce week-end-là, ma petite fille est venue. Elle appelait toujours. Depuis la route quand elle était à 1 heure de chez moi, pas pour demander la permission, juste pour me laisser le temps de mettre la bouilloire. J'ai entendu sa voiture avant de la voir. Ce cliquetis du pot d'échappement qu'elle voulait réparer depuis 8 mois. Elle est entrée par la porte arrière, comme elle le faisait toujours, laissant ses bottes dans le vestibule, son manteau sur le crochet que Raymond avait installé quand elle avait 4 ans et qu'il appelait toujours le sien. Tu as l'air d'avoir été occupé, a-t-elle dit en posant son sac et en me regardant. Assieds-toi, ai-je dit. Je vais tout te raconter. Je lui ai tout dit, absolument tout. Elle s'est assise à la table. Les 2 mains autour de sa tasse, sans m'interrompre, mais ses yeux traquaient tout ce que je disais. Elle avait la façon d'écouter de Raymond, pleinement présente, sans préparer sa réponse pendant que vous parliez encore. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment. Est-ce qu'il sait que tu es allé voir Delphine, a-t-elle demandé. Il le sait maintenant. Je lui ai dit. Jeudi. Comment l'a-t-il pris? Aussi bien que quelqu'un prend la nouvelle que le plan qu'il pensait secret ne fonctionnera pas. Elle a regardé sa tasse. Puis elle a levé les yeux. Grand-mère, je dois te demander quelque chose directement. Je t'écoute. Est-ce que tu vas bien? Pas juridiquement. Toi, est-ce que tu vas bien? J'ai réfléchi à la question. Sincèrement, pas comme on balaie une question de politesse, mais comme elle le mérite. Je suis fatigué, ai-je dit. Pas de la maison ou de la vie. Fatigué. De voir les gens faire des calculs sur moi avec un sourire. Fatigué d'être un problème à résoudre. Mais je suis aussi. J'ai marqué une pause. Je suis plus moi-même que je ne l'ai été en 2 ans. Depuis la mort de ton grand-père. Je crois que j'attendais que quelqu'un me dise ce qui venait ensuite. Cette semaine, je me suis souvenu que c'est moi qui décide. Elle n'a rien dit. Elle a juste posé sa main sur la mienne. Ses doigts étaient chauds, elle les a laissés là, et nous sommes restés ainsi un moment. Il y a autre chose, ai-je dit. Je lui ai parlé de la révision du mandat, de la procuration, de son nom. Sur les documents. Elle a retiré sa main. Grand-mère, je sais ce que tu vas dire. Je ne veux pas que tu te sentes obligée. Je ne me sens obligé de rien, ai-je dit. Je me sens comme si je le voulais. Il y a une différence qui compte. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu n'es jamais venu à travers cette porte en ayant besoin de quelque chose. Tu viens parce que tu le veux. Tu me demandes comment je dors. Tu répares la charnière de la porte sans que je le demande. L'hiver dernier, tu as conduit 40 minutes sous une tempête pour rester avec moi parce que j'avais mentionné au téléphone que le courant avait été coupé et que je n'avais pas envie d'être seul dans le noir. J'ai marqué une pause. Ce n'est pas rien. Tu t'es rendu indispensable à ma vie parce que tu l'as choisi, pas parce qu'il y avait un intérêt. C'est assez rare pour être reconnu. Elle est restée silencieuse longtemps. Ton oncle sera contrarié. A-t-elle fini par dire.
Il s'en remettra. Il va dire que je t'ai influencé. Il dira tout ce qu'il faut pour ne pas examiner ses propres choix, ai-je dit. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons réparer, ni toi ni moi. Elle a hoché la tête lentement. Puis elle a levé les yeux, brillants, et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais pas vu depuis longtemps de la part de quelqu'un dans cette famille. Pas du soulagement. Pas d'excitation. Pour ce qu'elle allait recevoir. Quelque chose de plus calme. Quelque chose. Comme de la tristesse que cela en soit arrivé là, de la gratitude que ce soit arrivé, et une sorte d'amour privé, farouche, qui n'avait besoin de rien en retour. Nous avons terminé notre thé. Elle est restée pour le dîner. Elle m'a aidé à faire la vaisselle sans qu'on le lui demande et nous avons parlé de sa thèse, de son appartement et du voisin à la guitare. Avant de partir, elle est restée près de la porte et s'est tournée vers moi. Tu sais que tu n'étais pas obligé de me donner quoi que ce soit, a-t-elle dit. Je sais, ai-je dit. C'est exactement pour ça que je l'ai fait. 2 semaines plus tard, mon fils a rappelé et a demandé si nous pouvions dîner. Pas chez moi, au restaurant, en terrain neutre, ce qui m'a prouvé qu'il avait réfléchi à la géographie de la conversation. J'y suis allé. Il était déjà assis quand je suis arrivé, comme toujours, en avance, préparé. Il s'est levé quand il m'a vu, ce qu'il faisait. Depuis la mort de son père, une forme d'hommage que je n'avais jamais réclamé. Mais contre lequel j'avais cessé de lutter. Nous avons commandé. Nous avons parlé de choses banales, de son travail, de la météo, de rien du tout pendant un moment. Puis il a posé sa fourchette et a dit, « Je te dois des excuses. » J'ai attendu. J'ai mal géré la situation, a-t-il dit. Pas l'aspect de prendre soin de toi. Ça, c'est réel. Mais la manière dont j'ai procédé, apporter ses papiers sans te parler d'abord, faire des plans avant d'avoir une conversation. Ce n'était pas juste. Je l'ai regardé. Il était sincère. Je pouvais faire la différence. Merci de dire cela, ai-je dit. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu as fait, a-t-il ajouté, honnête comme il l'était quand il était sous son meilleur jour. Je pense que nous exclure des décisions ressemble à une punition, même si tu ne le pensais pas ainsi. Je comprends pourquoi ça ressemble à ça, ai-je dit. Mais il faut que tu comprennes que je ne vous ai pas exclu des décisions. C'est vous qui avez pris des décisions sans moi en premier. Il est resté silencieux. Il y a une différence, ai-je dit, entre moi qui me protège et moi qui essaie de te blesser. L'une de ces choses est arrivée. L'autre non. Il a hoché la tête lentement. Il a repris sa fourchette. Il l'a reposée. C'est une bonne gamine, a-t-il fini par dire, parlant de sa fille sans prononcer son nom. Je sais qu'elle l'est. Elle est remarquable. Ai-je dit. Tu l'as bien élevée. Ça, c'est ton mérite. Quelque chose en lui s'est apaisé à cette idée. Pas complètement, il restait la raideur d'un homme qui n'a pas encore fait la paix avec tout, mais assez. Nous avons fini le dîner. Il m'a ramené à ma voiture. Avant que je descende, il a dit, je peux passer un de ces jours? Pas pour parler de tout ça. Juste passer. La porte a toujours été ouverte, ai-je dit. Elle l'est toujours. Il a hoché la tête. Puis, je suis sorti, et il a attendu que j'ai démarré avant de partir, une vieille habitude. Il le faisait depuis qu'il avait 16 ans et qu'il venait d'avoir son permis, même quand nous étions fâchés l'un contre l'autre, certaines habitudes perdurent. Les saisons ont changé. L'érable de vent a perdu ses feuilles en un seul coup de vent une nuit d'octobre. J'ai regardé cela se produire depuis la fenêtre, l'arbre entier se vidant en ce qui a semblé être quelques minutes, et j'ai pensé à la façon dont certaines choses avaient juste besoin du bon moment pour lâcher prise.
Ma petite fille a lu la lettre un dimanche après-midi de novembre. Je le sais parce qu'elle m'a appelé 1 heure après être partie de chez moi, depuis sa voiture sur le bas-côté, parce qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas conduire et parler en même temps. Elle pleurait, pas de tristesse. Juste ce genre de larmes qui viennent quand une vérité atterrit là où elle devait atterrir. Tu as écrit que je te rappelais toi-même, a-t-elle dit. C'est vrai. Je ne crois pas être aussi forte que toi. Tu le es, ai-je dit. Tu es juste plus jeune. Il faut du temps pour découvrir de quoi on est fait. Non pas parce que la force n'est pas là, mais parce que la vie ne l'a pas encore réclamée. Elle est restée silencieuse à l'autre bout du fil. Grand-mère ? A-t-elle dit, la partie sur grand-père. J'ai attendu. Tu as écrit que tu avais gardé la maison parce que partir semblait être une façon de le quitter. Et ensuite tu as écrit que tu restais parce que c'était toi, pas seulement lui. C'est la partie que je relis sans cesse. C'est la partie que j'ai dû comprendre moi aussi, ai-je dit. Elle a un peu ri à travers ses larmes. Je t'aime, a-t-elle dit. Je sais, ai-je dit. Passe mercredi. Apporte ce pain de la boulangerie artisanale, le pain au levain. Le cher. Apporte le cher. Ai-je répété. On le vaut bien. L'hiver est arrivé comme il le fait toujours. Dans cette partie du pays, sans excuse, tout d'un coup. J'ai pelleté ma propre. Allez, les 2 premières chutes de neige, avant que mon fils n'appelle pour dire qu'il envoyait quelqu'un pour le faire. Je l'ai laissé faire, non pas parce que je ne pouvais pas le gérer, mais parce que c'était une offrande, et les offrandes doivent être reçues comme elles sont données. Il est venu lui-même là. 3e fois, est arrivé un samedi matin avec une pelle de son propre garage. Et a passé 40 minutes sur mon allée et le chemin vers le portail arrière. Il est entré ensuite pour prendre un café. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et avons parlé de Raymond, vraiment parlé, comme nous ne l'avions pas fait depuis longtemps, comme le deuil vous empêche parfois de le faire jusqu'à ce que vous soyez prêt. Il n'a pas mentionné la résidence. Je n'ai pas mentionné les documents. Nous étions 2 personnes qui s'aimaient imparfaitement, assises dans une cuisine chaude pendant que la neige tombait dehors, et c'était assez. La maison gardait le froid, comme le font les vieilles maisons, pas très bien, mais avec caractère. La 3e marche grinçait. Toujours. Il fallait toujours soulever la porte arrière. La fenêtre au-dessus d'eux. L'évier attrapait toujours la lumière de l'après-midi pour la transformer en or. Je suis resté là un soir de décembre, les mains autour d'une tasse, regardant la neige se déposer sur les branches nues de l'érable. C'était le genre de silence qui n'est pas de la solitude, celui qui signifie que tout est exactement là où vous l'avez mis. Sur le bloc-notes dans le tiroir, j'avais ajouté une dernière ligne courant octobre. Je l'avais écrite sans le prévoir, en plein milieu d'une liste de courses, parce qu'elle est arrivée comme les choses vraies arrivent parfois, sans prévenir, tu n'as pas besoin de permission pour rester dans ta propre vie. Il suffit d'arrêter d'attendre qu'on te demande ton avis. Je ne l'ai pas effacé. J'ai replié la page et l'ai laissée là. Certaines choses valent la peine d'être gardées.